Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo où je vais mettre un repose-pouce sur une de mes basses et ce sera sur la SG basse. Alors on va voir plus en détail après pourquoi je mets un repose-pouce, plus les raisons particulières que je veux le faire, mais du coup je vais en mettre un ici, donc juste pour revenir dessus. Cette basse pour moi c'est un peu une révélation parce que j'avais jamais trop joué là-dessus, mais après l'avoir testé et l'avoir acheté du coup, je me suis aperçu que c'était une basse très versatile et vraiment utilisable pour faire vraiment tout, ce que je pensais pas d'une basse à diapason court et ce que à mon avis pense pas beaucoup de monde. La raison principale de mettre un repose-pouce là-dessus, c'est parce que différemment de beaucoup de basses, on va avoir juste un micro en position basse et un micro en position aiguë, opposé à une position médium et aiguë, donc à peu près au milieu de la basse et après dans les aigus, ce qui apporte une palette de son assez élevée, mais ce qui apporte des positions de doigts assez écartées et ouais, je trouve que sur un diapason 30.5, comme la dynamique est différente, je trouve que l'influence des doigts sur l'instrument est beaucoup plus importante, donc du coup je vais mettre ce repose-pouce alors que j'ai jamais ressenti le besoin sur ma Jazz Bass Highway de poser un repose-pouce. Peut-être qu'un jour j'en mettrai un, mais là pour l'instant j'en ai pas besoin. Et donc on va voir ensemble comment faire pour minimiser les dégâts lorsque vous allez faire ça. Bon, bien évidemment je fais ça, sachez que si vous faites ça sur votre instrument ça va pas lui donner de la valeur, donc soyez sûr de ce que vous voulez faire avant de le faire. Et donc voilà, on va y aller. Je vais sortir le repose-pouce là. Donc c'est un repose-pouce classique que vous pourriez voir sur les Fender des années 70. Sinon c'est ce qu'on appelle un accroche-doigt sur les premières versions des années 60. Parce qu'en fait il servait, à peu près à ce niveau-là, à tenir vos doigts quand vous étiez censé jouer au pouce. Mais là ce sera vraiment la position repose-pouce. Et du coup ce que je vais faire, c'est le mettre ici, entre les deux micros, en position inclinée. Alors si je fais une élévation comme ça, c'est pour pouvoir retrouver une position légèrement plus type jazz bass dessus, qui est ma position dont j'ai le plus l'habitude, puisque ça fait au moins 10 ou 12 ans que j'ai une jazz bass, voire plus. Oui, ça fait beaucoup plus, mais disons que je me suis un peu arrêté entre les deux. Mais donc c'est la position pour moi qui est la plus logique de jeu. Donc je vais partir sur une position qui part de la position un peu naturelle de la EB3 et revenir sur une position un peu plus jazz bass. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que hop. Alors c'est toujours délicat de mettre n'importe quel scotch sur de la microcellulose. Là c'est du scotch, c'est le scotch le plus léger qui existe, donc c'est le scotch blue de peintre. Et donc ça va me permettre de pouvoir savoir où est ma zone où je vais poser ça. Voilà. Et après pouvoir marquer avec un crayon plutôt que de pointer directement l'endroit où je vais visser le repose-pouce, et je vais utiliser du coup la perceuse pour percer les trous. Alors c'est un peu compliqué, hein. Moi j'ai l'habitude de le faire parce que je construis des instruments à manche collée, mais si vous faites ça sur une Fender, je vous conseille de tout enlever dessus, hein, le manche, bien protéger la surface qui va vous servir à percer. Donc faites bien attention à ça. Mais du coup, moi je le fais directement comme ça parce que j'ai pas vraiment le choix. Parce que je peux pas vraiment démonter grand chose dessus. Il faudrait que je dessoude tout. Ce qui n'est pas vraiment le but ici. On va juste faire deux trous dans l'instrument. Donc je prépare déjà ça. Mais il va falloir que je fasse ce qu'il faut pour ça. Donc en fait ce qui va compter, bon là-dessus c'est pas vraiment un problème, mais si vous faites si vous regardez des positions pour mettre votre chevalet, il va falloir être vraiment plus précis que ça.
Mais là, comme c'est un repose-pouce, il me suffit d'avoir à peu près le cercle et de tracer au milieu. Donc là, je sais pas si vous allez le voir. Hop. J'ai fait mes deux dessins des cercles que représentent les trous du repose-pouce et je vais au milieu percer, tout simplement. Donc nos vis, elles vont être de 8 mm. Il faudrait que je prenne quand même un forêt un peu plus gros. On va vérifier parce que ça me disait. Ça me paraissait bizarre que ça fasse 8 alors qu'en fait ça ne fait que 2,92. Et mon forêt ici fait 2. Donc je vais garder ce forêt là au final. Heureusement que j'ai vérifié 2 fois, donc je vous conseille de vérifier. Et lorsque vous avez je sais plus comment ça s'appelle. Ça c'est bien. Un pied à coulisses, voilà, c'est ça. Votre pied à coulisses électrique, enfin électronique, et ben faut le remettre à zéro à chaque utilisation parce que moi il traîne dans ma boîte à outils spéciale luthier, on va dire. Et comme il s'allume pour un rien, il va avoir tendance à faire ce qu'il veut. Et donc vérifiez bien que sur ce modèle particulier, il faudra bien vérifier que c'est à zéro quand vous le mettez là, hein. Par exemple, là voilà, il va se remettre à zéro, et que vous soyez bien en millimètres. Moi j'ai déjà eu des problèmes avec les inches, mais je digresse un peu. Donc là, ce qu'il va nous falloir faire, c'est vraiment percer au milieu. Donc il faut dégager bien évidemment le plan de travail pour ne pas avoir de problème. Il faudrait que j'évite d'avoir des accros pour pas abîmer la nitrocellulose. Hop. Donc c'est vraiment des opérations où il faudra faire attention. Donc ce que je disais sur le calibre de votre forêt, c'est que suivant le matériau de votre guitare ou de votre basse, il faudra faire attention à percer des trous plus ou moins petits. Par exemple, je sais que là, sur de l'acajou, je pourrais pratiquement visser directement à l'intérieur, ça poserait pas de problème. Mais comme il y a de la peinture, j'ai pas envie de l'écailler. Donc, comme c'est un petit trou, j'utilise cette technique-là. Après, lorsque vous faites des trous plus grands, je conseille pas du tout cette méthode, hein, parce que généralement, ça va, à part si vous pré-percez plusieurs fois avec des calibres différents, ça va avoir tendance à éclater le vernis et le scotch aura tendance à plus l'arracher que le laisser en place. Donc ça fera à peu près l'inverse de ce que vous voulez. On est vraiment trop haut. Voilà. Donc ce qui est vraiment dangereux là, c'est que vous voyez ce que je dois faire là, je dois passer ça en dessous, et en même temps, je dois veiller à ce que... Donc là en fait ce que je fais, c'est, je dois veiller à ce que, ça ne raye pas le corps quand je passe. Donc c'est des choses qui demandent de la grosse rigueur et... c'est un peu des gestes de chirurgien que vous devez faire sans avoir à la fois peur et vous poser trop de questions, mais à la fois en vérifiant tout ce qui se passe. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc là on essaye d'à peu près juger le milieu. Donc un trou de quelques millimètres dans l'acajou, ça suffit, hein, parce que l'acajou est vraiment très tendre, et donc le plus vous enlevez de matériel, le plus votre vis aura des problèmes dans le temps. Donc comme on va avoir un repose-pouce où on s'appuiera souvent dessus, on va essayer de faire des trous les plus petits possibles. Hop. Et sachant que l'étape critique sera plus d'enlever le scotch
que de faire nos trous. Donc là, je regarde la petite marque. Hop. Et voilà, c'est fini. Donc là, je vais reposer là. Et je vais éloigner le plus possible la perceuse. Parce que ici, ça va être l'élément le plus problématique. Donc si vous êtes plus soigneux que moi, vous auriez enlevé tout ce que vous avez sur votre serviette. Donc c'est important hein, d'avoir ça, une serviette. Donc même si vous avez un plan de travail avec de quoi reposer votre guitare spécialement fait pour, là les tapis de luthier, il vous faut quelque chose pour pouvoir des fois masquer vos outils pour pouvoir justement placer vos instruments. Donc ce que je disais avec percer les trous, et vous allez me dire mais comment on fait pour les micros? Et bien généralement, le mieux pour les micros c'est juste de même pas 1 millimètre lorsque vous avez fait votre peinture et que vous voulez placer vos micros, vous faites un montage à blanc et vous allez juste percer pour écailler la peinture. Donc en gros vous faites même pas 1 millimètre de perçage et après vous essayez le plus verticalement possible de visser votre vis, ce qui n'est pas forcément simple, mais dans de l'acajou c'est censé être le moins compliqué. Donc là c'est la partie que je redoute le plus. Donc voilà, c'est parfait. Alors sachez que pour tous vos entretiens de lutherie, le scotch vous pouvez en mettre. Là, vous voyez les 2 trous, je crois. J'espère. J'arrive jamais à orienter les trucs dans le bon sens parce que je suis à l'envers. Hop, voilà, on voit les trous. Donc ce que je disais, c'est que pour tous vos entretiens de lutherie, si vous faites un fretage, un refretage ou n'importe quoi d'autre, évitez de laisser le scotch dessus. Ou mettez votre instrument dans un endroit à température contrôlée et un scotch dont vous savez vraiment qu'il ne va pas attaquer le vernis. Parce que moi ça m'est déjà arrivé suivant... alors ce qui est marrant c'est que ça doit être le meilleur scotch en termes de collage. En fait ce que je fais c'est que par exemple pour coller mes templates j'utilise ça et j'utilise le double face là-dessus au lieu de directement sur la face de la guitare, ce qui des fois empêche les pores de s'enlever, ce qui vous aidera à pas avoir à trop boucher les pores ou même à avoir des trous dans la guitare. La qualité de la colle dessus n'est pas normalisée et c'est assez bizarre. Par exemple, j'ai des petits rouleaux que j'utilise très peu parce que quand je vais peindre, en fait, ça va me laisser des résidus de colle dessus. Et donc, je vais devoir tout enlever avant de refaire une couche. C'est pas que, ça n'interagit pas avec le vernis, mais il faut quand même enlever la couche de colle du sparadrap qui est sur le vernis. Ce qui est assez étrange. Donc là, on regarde. Donc ça s'aligne parfaitement. Et... si. Voilà. Donc j'avais pas de quoi visser, sauf que vous le verrez dans la review de la basse. Bon après ça justifie pas l'achat d'une basse de ce prix là, hein. Mais un des atouts qu'aura cette basse, ou ces instruments de gamme on va dire moyenne haute de Gibson, hein, on va dire en dessous des custom shop ou des stands, enfin de tout ce qui est Les Paul et ES, on va avoir de quoi à la fois visser, on aura toutes les clés Allen type américaine, ce qui est vraiment pratique. Donc en fait ça vous servira aussi à régler une Fender, tu vois, si vous avez des Fender type américaine comme j'ai, et que pendant pratiquement une décennie pratiquement, non quand même pas, pendant 4 ou 5 ans, j'ai pas eu de quoi régler l'instrument avant d'avoir une American S1. Donc c'était un peu compliqué.
Je déteste faire ça. Parce qu'il y a tellement de risques de faire de la merde. Ah la ta du caca. Alors. Directement. La deuxième. Comme ça, on n'aura pas de problème. Donc en gros, lorsque vous avez toute peinture, enfin tout vernis, mais de la nitrocellulose notamment, et que vous faites des instruments de musique, un des gros problèmes, c'est de ne pas glisser dans le trou de votre vis et aller percuter violemment avec la pointe de votre tournevis le vernis que vous venez de fraîchement polir. Ça fout un peu la mort. Oui, il reste comme ça. Donc, on sent que cet outil n'a pas été fait pour être utilisé pour vraiment enfoncer des vis. Hop là. Donc voilà, c'est fait. Alors, est-ce qu'on a les deux vis à la même profondeur? Oui. Et voilà. Donc voilà, on a notre repose-pouce qui est maintenant posé. Hop. Ça demande un peu d'habitude, hein, parce que la position inclinée n'est pas habituelle, mais en fait ce que ça permet de faire, c'est de pouvoir poser son pouce dans les positions que vous... Donc ce qui va être intéressant du coup, là, plutôt que de parler dans ma barre, c'est que dès lors que vous aurez le... Alors, vous pouvez le placer, j'ai déjà vu des... Il y a beaucoup de gens qui font ça sur ce type d'instrument, c'est en placer un juste le long du micro grave pour avoir la même hauteur. Donc là, en fait, ce que j'utilise moi quand je suis sur le micro aigu, c'est le bord du micro aigu et pas le bord du cache, du support à micro plutôt. Et ici, donc ça me fait 3 hauteurs, et ce que je trouve plutôt agréable. Et donc là, en gros, la position... Là, je trouve vraiment une position plus naturelle. Donc pour faire un peu un bilan de cette vidéo, si vous voulez mettre un repose-pouce sur votre basse, si elle est d'occasion et qu'il y a déjà eu des choses faites dessus, il n'y a pas vraiment de problème, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, si elle est neuve, comme ma basse qui est une SG basse de 2019, il faudra vraiment que vous sachiez si vous voulez garder l'instrument pendant un moment ou si c'est juste pour essayer cet instrument pour aller vers quelque chose d'autre après. Donc dans lequel cas je ne conseillerais pas de mettre un repose-pouce. J'ai mis un repose-pouce sur ce type d'instrument parce qu'il n'a pas la position standard de repos pour jouer au doigt des instruments type Fender. Donc ce qui me donne un son un peu mixé supplémentaire, donc après, lorsque vous aurez l'idée de mettre votre repose-pouce sur votre basse, il va falloir avoir une idée assez vite de comment vous le voulez et de savoir conceptualiser avant de percer les trous de ce que vous voulez, parce que vous pouvez virtuellement pas voir avant de le mettre comment va agir le repose-pouce. Même moi là, quand j'ai fait ça, j'étais pas sûr d'aimer la position dans laquelle il serait. Donc ce que je voulais moi personnellement, c'est de pouvoir avoir une position intermédiaire entre les deux, qui me donne un son avec les cordes qui vibrent un peu moins. Parce que lorsque vous jouez vraiment très sur cette position là, vous avez un son vraiment beaucoup
plus de basse dedans. Et après, ce que ça pose comme problème, c'est que ça va plus facilement faire buzzer les cordes. Bon, normalement, l'instrument est bien réglé pour pas que ça arrive, bien que ça arrive sur ma corde de Ré, parce que je sais pas. Ça doit être le réglage d'usine, alors qu'ils ont une machine Plec pour faire ça qui déconne à un endroit, mais j'ai pas réussi à voir où. Après, ça n'a aucune incidence, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus, ça n'a aucune incidence sur le son de la basse lorsqu'elle est en sonorisée, on va dire, voilà. Et donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait du coup, c'est poser mon repose-pouce pour pouvoir avoir une position qui commence, pour pouvoir le repérer facilement lorsque je bouge, qui commence au niveau du micro EB et qui augmente légèrement pour atteindre la hauteur presque aussi élevée qu'une jazz bass. Donc ça permet par exemple quand je passe d'un instrument à l'autre de pouvoir plus facilement à la fois revenir sur la SG et inversement, enfin inversement non, c'est plus compliqué vu que j'ai que la position haute sur la jazz bass. Et donc ça me permet à la fois de pouvoir varier les positions et à la fois avoir une position vraiment très basse, un peu plus haute, et revenir ici et à la fois avoir la position grave où on aura un son un peu plus, avec un peu plus de corps mais un peu moins de définition à l'intérieur, un son très défini et un son plus typé attaque Fender. Et donc ce que ça fait aussi de l'avoir incliné, comme ça l'était dans les années 70, c'est de pouvoir jouer en ayant le pouce qui se pose en fait, comme ça. Ce qui des fois peut être agréable. Sachant que les repousse-pouces ne servent que dans ce que vous jouez en général sur votre mi grave. Parce qu'après, vous allez utiliser votre pouce pour muter les autres cordes. Donc si vous voulez mettre ça, il faut vraiment vouloir le faire et vraiment se dire ah, mais, ça me manque vraiment. Moi ça me dérange pas, en fait c'est juste que comme je vous l'ai dit, quand je passe d'un instrument à l'autre ça me paraît des fois un peu étrange et je dois me réhabituer. C'est surtout en fait pour l'endroit où se pose mon bras en fait. Ça me permet d'avoir le bras qui a moins besoin de poser sur le bord de l'instrument et qui me coupe un peu des fois la circulation et qui fait que je suis moins rapide à jouer sur la SG basse que sur la Fender étrangement, puisque normalement ça doit être plus facile à jouer comme ça un diapason court, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai fini avec ça, j'ai digressé un peu comme d'habitude. Si vous avez des questions plus particulières là-dessus, je pourrais vous répondre en commentaire et vous mettre un pavé de texte énorme, ce que je fais d'habitude. Si les questions ne sont pas cohérentes ou c'est juste la musique elle est trop forte, ou je sais même pas si je vais en mettre. Je répondrai pas forcément, mais si c'est des questions vis-à-vis de l'instrument, je serai toujours là pour répondre. Voilà. Donc, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.